Depuis que les sociétés humaines existent, la peur a toujours occupé une place centrale dans la manière dont les individus se regroupent, obéissent et survivent. Car bien avant l'apparition des lois écrites, des armées organisées ou des institutions politiques, la peur constituait déjà un langage universel, compris instinctivement par tous. Et cette émotion primitive, profondément ancrée dans l'esprit humain, a progressivement cessé d'être seulement une réaction naturelle face au danger pour devenir un outil, parfois conscient, parfois invisible, utilisé pour orienter les comportements collectifs. Car lorsque la peur s'installe durablement dans une population, elle modifie la perception de la réalité, réduit la capacité de remise en question, et crée un besoin presque instinctif de protection, ouvrant ainsi la voie à ceux qui prétendent offrir des réponses simples à des angoisses complexes. Dans les premières formes de sociétés organisées, la peur était souvent liée à des forces incomprises, comme les catastrophes naturelles, les maladies ou les phénomènes célestes. Et ceux qui prétendaient pouvoir interpréter ces menaces, qu'ils soient chefs, prêtres ou figures d'autorité, acquéraient un pouvoir immense, non pas par la force physique, mais par la maîtrise du récit. Car expliquer la peur, même de manière approximative, revenait déjà à la contrôler. Et très tôt, les communautés ont appris que celui qui nomme le danger peut aussi décider de la manière d'y répondre, transformant ainsi une émotion collective en levier de domination. Avec le temps, à mesure que les sociétés se sont complexifiées, la peur a changé de visage, quittant le domaine du mystique pour entrer dans celui du politique. Car lorsque les menaces extérieures, réelles ou perçues, sont devenues des éléments récurrents de la vie collective, elles ont servi à renforcer la cohésion interne tout en justifiant des mesures exceptionnelles. Et c'est dans ce contexte que la peur a cessé d'être un simple réflexe pour devenir une stratégie, car maintenir un état d'inquiétude permanent permettait de réduire les résistances, de normaliser des restrictions et de présenter l'obéissance comme une nécessité plutôt que comme un choix. Cette transformation n'a pas eu lieu brutalement, mais de manière progressive, presque imperceptible, car une peur trop visible provoque la révolte, tandis qu'une peur diffuse, constante et mal définie, installe une forme de dépendance psychologique et au fil des siècles, les dirigeants ont appris qu'il n'était pas toujours nécessaire de désigner un ennemi clair. Il suffisait souvent de suggérer une menace, de rappeler un danger potentiel ou d'évoquer un chaos possible, pour orienter les comportements sans recourir à la violence directe. Ce mécanisme repose sur une caractéristique fondamentale de l'esprit humain. L'incertitude est souvent plus anxiogène que le danger lui-même, car un danger identifié peut être affronté, analysé ou combattu, alors qu'une menace vague, invisible ou mal définie laisse place à l'imagination, qui amplifie les scénarios les plus extrêmes. Et c'est précisément dans cet espace que la peur devient un outil de gouvernance, car elle pousse les individus à accepter des décisions qu'ils auraient autrement contestées, au nom de la sécurité, de la stabilité ou de la survie collective. À travers l'histoire, de nombreuses périodes de transition ou de crise ont été marquées par une intensification de ce phénomène, car chaque fois que les sociétés se trouvent confrontées à un changement rapide, qu'il soit économique, technologique ou culturel, la peur agit comme un catalyseur, rendant les populations plus réceptives à des discours simplificateurs. Et dans ces moments de fragilité, le contrôle de l'information devient aussi crucial que le contrôle du territoire, car ce qui est dit, répété, ou au contraire passé sous silence, façonne la perception du danger et détermine la manière dont les individus réagissent. Il est important de comprendre que la peur collective ne naît pas toujours d'une manipulation consciente ou malveillante, car dans de nombreux cas, elle est le résultat d'un enchaînement de décisions prises dans l'urgence, par des acteurs convaincus d'agir pour le bien commun, mais une fois installée, cette peur acquiert une dynamique propre, nourrissant d'elle-même, indépendamment des intentions initiales, et elle peut alors être entretenue, amplifiée ou exploitée par des structures de pouvoir qui y trouvent un moyen efficace de maintenir l'ordre, sans avoir à justifier constamment leur choix. Ce processus est d'autant plus efficace qu'il s'inscrit dans le quotidien, car une peur omniprésente mais banalisée finit par être intégrée comme une composante normale de la vie sociale, influençant les décisions individuelles, les priorités collectives, et même la manière dont les générations futures perçoivent le monde. Car lorsqu'une société grandit dans un climat d'inquiétude permanente, elle développe une vision du futur dominée par l'anticipation du risque plutôt que par l'espoir du progrès. Et cette orientation mentale a des conséquences profondes sur la créativité, la liberté d'expression et la capacité à imaginer des alternatives. Au fil du temps, la peur cesse alors d'être un événement ponctuel pour devenir une structure invisible, un cadre à l'intérieur duquel les choix semblent évidents, et les renoncements acceptables. Car lorsqu'une population est convaincue que le danger est partout, elle est plus encline à céder des libertés en échange de promesses de protection.
même si ces promesses restent vagues ou symboliques. Et c'est ainsi que la peur transforme la relation entre les individus et le pouvoir, en instaurant un rapport fondé non pas sur la confiance, mais sur la dépendance. Ce qui rend ce phénomène particulièrement complexe, c'est qu'il ne repose pas uniquement sur la diffusion de messages alarmants, mais aussi sur la gestion du silence, car ne pas dire certaines choses, retarder des informations ou fragmenter la vérité peut être tout aussi efficace que de diffuser des discours anxiogènes. Et cette combinaison subtile entre ce qui est montré et ce qui est caché crée une perception de réalité partielle, dans laquelle la peur trouve un terrain fertile pour se développer, car l'absence de repères clairs pousse les individus à se tourner vers les autorités pour obtenir des réponses, renforçant ainsi leur position centrale. Ainsi, la peur collective n'est pas seulement une émotion, mais un phénomène social construit, entretenu, et parfois institutionnalisé, qui traverse les époques en s'adaptant au contexte, et comprendre sa naissance. C'est comprendre comment les sociétés ont progressivement accepté que l'inquiétude fasse partie de leur fonctionnement normal, ouvrant la voie à une forme de gouvernance où le contrôle ne s'exerce plus uniquement par la force, mais par l'anticipation constante du pire. Ce premier regard sur la naissance de la peur collective nous invite à reconsidérer notre rapport aux récits de danger, aux discours sécuritaires et aux promesses de protection. Car derrière chaque appel à la prudence se cache une question essentielle. Cette peur nous protège-t-elle réellement, ou façonne-t-elle simplement notre manière d'obéir? Et c'est en explorant cette frontière fragile entre nécessité et manipulation que l'on commence à comprendre comment la peur est devenue l'un des outils les plus puissants et les plus discrets de l'histoire humaine. Si la peur collective naît souvent d'un contexte incertain, elle ne peut réellement s'installer durablement que lorsqu'elle est entretenue par le langage. Car les mots ne se contentent pas de décrire la réalité. Ils la façonnent, la simplifient ou la déforment. Et dans les moments de tension sociale, économique ou politique, le choix des termes utilisés devient un outil de pouvoir d'une efficacité redoutable. Car un même événement peut être perçu comme une alerte passagère, ou comme une menace existentielle selon la manière dont il est raconté, répété et encadré par le discours dominant. Le langage anxiogène ne se manifeste pas toujours par des déclarations spectaculaires ou des annonces alarmistes, il opère souvent de manière plus subtile, à travers des expressions vagues, des formulations conditionnelles et des références constantes à des risques potentiels, car dire qu'un danger bas pourrait survenir, ou qu'une situation est susceptible de se détériorer, suffit à maintenir un état de vigilance permanente, sans jamais avoir à prouver que la menace est imminente ou inévitable, et cette ambiguïté calculée permet de nourrir la peur sans en assumer pleinement la responsabilité. Au fil du temps, certaines expressions deviennent récurrentes dans les discours publics, créant un climat mental spécifique, car lorsque des termes comme sécurité, urbe, menace, menace, stabilité, ou prévention, sont constamment associés à des restrictions, des contrôles ou des décisions exceptionnelles, ils finissent par être perçus comme indissociables, au point que remettre en question ces mesures semble équivalre à nier le danger lui-même, et c'est ainsi que le langage transforme des choix politiques en évidence morale, rendant toute opposition socialement suspecte. Ce phénomène est renforcé par la répétition, car un message répété, même sans preuve nouvelle, acquiert une forme de légitimité simplement par sa présence constante dans l'espace public. Et lorsque les mêmes mots, les mêmes formules et les mêmes mises en garde circulent à travers les médias, les institutions et les discours officiels, ils finissent par structurer la manière dont les individus pensent et interprètent les événements, créant une grille de lecture où la peur devient le filtre principal de compréhension du monde. Le langage qui inquiète repose également sur une temporalité particulière, car il projette souvent les dangers dans un futur indéfini, ni totalement proche, ni complètement lointain, ce qui empêche toute vérification immédiate, car un danger toujours annoncé mais jamais pleinement réalisé, ne peut ni être confirmé, ni être infirmé. Et cette incertitude permanente maintient les sociétés dans un état d'attente anxieuse, où chaque nouvelle information est interprétée comme un signe avant-coureur, renforçant ainsi la crédibilité du discours alarmiste initial. Dans ce contexte, le silence devient un complément essentiel du langage, car ce qui n'est pas dit, ce qui est retardé, ou ce qui est volontairement laissé flou, contribue autant à l'inquiétude que les mots prononcés. Et lorsque certaines informations sont présentées comme trop complexes, trop sensibles ou trop dangereuses pour être pleinement expliquées, elles acquièrent une aura de gravité qui amplifie la peur, car l'absence de détails pousse l'imagination à combler les vides, souvent de manière plus inquiétante que la réalité elle-même. Cette stratégie linguistique s'appuie sur une caractéristique fondamentale de la communication humaine. Les individus cherchent du sens, et lorsqu'ils n'en trouvent pas clairement,
il se tourne vers les sources perçues comme légitimes pour interpréter la situation, renforçant ainsi le rôle central de ceux qui contrôlent le discours, car en définissant les mots, ils définissent aussi les limites de ce qui peut être pensé, discuté ou contesté. Et cette maîtrise du langage devient une forme de pouvoir silencieux, rarement perçu comme tel. Au fil des générations, ce langage anxiogène peut se normaliser, au point de devenir invisible. Car lorsqu'une société grandit avec des récits constants de menaces, elle finit par intégrer cette vision du monde comme une réalité objective, et non comme une construction discursive, ce qui rend toute tentative de désescalade ou de nuance particulièrement difficile. Car réduire l'intensité du discours est alors perçu non pas comme un apaisement, mais comme une prise de risque irresponsable. Il est également important de noter que le langage de la peur ne repose pas uniquement sur les mots eux-mêmes, mais sur leur mise en scène, car le ton, le rythme et le contexte dans lequel un message est délivré influencent profondément sa réception. Et un discours calme mais solennel peut parfois être plus inquiétant qu'un message ouvertement alarmiste, car il suggère une gravité maîtrisée, une menace suffisamment sérieuse pour ne pas être dramatisée, renforçant ainsi l'idée que la situation dépasse ce qui peut être dit ouvertement. Cette mécanique linguistique crée une asymétrie fondamentale entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent, car le public reçoit des fragments d'informations sans toujours disposer des outils nécessaires pour les contextualiser. Et cette dépendance informationnelle renforce la position de ceux qui contrôlent le récit, car ils deviennent les seuls à pouvoir interpréter, expliquer et anticiper les dangers, transformant ainsi la peur en un lien invisible entre le pouvoir et la société. Avec le temps, cette relation peut produire une forme de fatigue collective, car vivre dans un état d'inquiétude permanente épuise les individus, réduisant leur capacité à analyser de manière critique les discours qui leur sont adressés, et dans cet état de lassitude, les messages simplifiés, même s'ils sont imprécis ou exagérés, deviennent plus acceptables, car ils offrent au moins une impression de clarté dans un environnement perçu comme instable et menaçant pire. Ce qui rend le langage de la peur particulièrement efficace, c'est qu'il peut être présenté comme une forme de responsabilité, car alerter, prévenir et anticiper sont des valeurs socialement positives. Et remettre en question ce discours peut être interprété comme une forme d'irresponsabilité ou de naïveté, ce qui dissuade le débat ouvert et renforce l'idée que certaines questions ne doivent pas être posées, surtout lorsqu'elles touchent à la sécurité ou à la stabilité collective. Ainsi, le langage qui inquiète ne se limite pas à transmettre des informations, il structure les émotions, hiérarchise les priorités et définit les limites du débat, et en faisant de la peur un cadre permanent de compréhension, il prépare le terrain à des formes de gouvernance où l'exception devient la norme et où les choix sont acceptés non pas parce qu'ils sont compris, mais parce qu'ils semblent nécessaires face à un danger constamment évoqué. Comprendre ce rôle du langage est essentiel pour saisir comment la peur se maintient et se reproduit au sein des sociétés. Car tant que les mots continueront d'être utilisés pour suggérer des menaces sans jamais les clarifier pleinement, la peur restera un outil puissant, capable de modeler les comportements collectifs, sans jamais se présenter ouvertement comme un instrument de contrôle, et c'est en prenant conscience de cette dynamique que l'on peut commencer à distinguer entre une alerte légitime et un discours qui, sous couvert de protection, entretient une inquiétude permanente au service d'un ordre établi. Lorsque la peur et le langage ont préparé le terrain, le pouvoir peut alors s'exercer sans recourir à la force visible. Car l'un des paradoxes les plus marquants de l'histoire moderne est que les sociétés les plus contrôlées ne sont pas nécessairement celles où la violence est la plus apparente, mais souvent celles où l'obéissance est intériorisée, intégrée comme une réponse logique à un environnement perçu comme instable et dangereux, et cette forme de gouvernance, plus discrète mais profondément efficace, repose sur la capacité à orienter les comportements, avant même que la contrainte ne devienne nécessaire. Gouverner sans armes signifie avant tout gouverner par l'anticipation, car lorsqu'une population est convaincue qu'un danger peut surgir à tout moment, elle adapte spontanément ses comportements, limite ses propres actions et accepte des cadres stricts, sans qu'il soit nécessaire de les imposer de manière brutale. Et cette anticipation permanente transforme la peur en une sorte de surveillance intérieure, où chacun devient le gardien de sa propre conformité, par crainte de menacer l'équilibre collectif. Cette dynamique s'appuie sur un principe simple mais puissant. Plus un individu se sent responsable de la prévention du danger, plus il est enclin à s'autodiscipliner, car la peur ne se présente plus alors comme une contrainte extérieure, mais comme une obligation morale. Et dans ce contexte, les décisions prises par les autorités sont perçues non pas comme des ordres, mais comme des recommandations nécessaires, voire comme des actes de protection, ce qui réduit considérablement les résistances visibles. Au fil du temps, cette gouvernance sans armes s'institutionnalise à travers des règles, des protocoles
et des procédures présentées comme temporaires ou exceptionnelles, mais qui finissent par s'inscrire durablement dans le fonctionnement normal de la société, car lorsqu'une mesure est justifiée par la sécurité, sa remise en question devient difficile. Et plus elle dure, plus elle est perçue comme indispensable, même lorsque la menace initiale s'est atténuée ou transformée. Ce processus est renforcé par la fragmentation de la responsabilité, car lorsque les décisions sont réparties entre de multiples institutions, comités ou niveaux administratifs, il devient presque impossible d'identifier un centre unique de pouvoir, ce qui donne l'impression que les restrictions ne sont pas le résultat d'une volonté politique, mais d'une nécessité technique ou d'un consensus impersonnel, et cette dilution du pouvoir contribue à sa légitimation, car contester une décision devient synonyme de contester un système entier plutôt qu'un choix spécifique. Gouverner sans armes implique également de gérer le rythme du changement, car des transformations trop rapides susciteraient des réactions de rejet, tandis que des ajustements progressifs, introduits étape par étape, permettent d'habituer les populations à de nouvelles normes, sans provoquer de rupture visible, et cette lenteur calculée crée une adaptation presque inconsciente, où ce qui aurait été jugé inacceptable à un moment donné devient progressivement normal, puis attendu. Dans ce cadre, la notion de sécurité joue un rôle central, car elle sert de justification universelle, capable de transcender les différences politiques, culturelles ou idéologiques, et en présentant certaines mesures comme indispensables à la protection collective, le pouvoir transforme l'obéissance en un acte de responsabilité citoyenne, où la conformité n'est plus perçue comme une soumission, mais comme une contribution au bien commun. Ce type de gouvernance repose également sur la création de normes sociales, car lorsque certains comportements sont valorisés comme prudents, responsables ou solidaires, tandis que d'autres sont présentés comme risqués ou égoïstes, la pression sociale devient un outil de régulation extrêmement efficace, car les individus cherchent naturellement à éviter l'exclusion ou la stigmatisation. Et cette dynamique pousse à l'autocensure et à l'autocontrôle, sans intervention directe des autorités. Avec le temps, cette intériorisation du contrôle peut modifier profondément la relation des individus à la liberté, car lorsque les limites sont intégrées comme des éléments nécessaires à la sécurité, la question n'est plus de savoir si elles sont justifiées, mais jusqu'où elles peuvent aller sans provoquer de déséquilibre. Et cette inversion du raisonnement montre à quel point la peur peut redéfinir les cadres de la pensée collective. Il est important de souligner que gouverner sans armes ne signifie pas l'absence totale de contraintes, mais plutôt la capacité à faire en sorte que la contrainte devienne invisible, acceptable, et parfois même souhaité. Car lorsque les individus perçoivent le contrôle comme une protection, ils peuvent en venir à le réclamer eux-mêmes, renforçant ainsi le système qui les encadre. Et cette demande de contrôle constitue l'un des signes les plus révélateurs de l'efficacité de cette forme de pouvoir. Ce mode de gouvernance s'inscrit dans une temporalité longue, car ses effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles, mais ils s'accumulent progressivement, façonnant des habitudes, des réflexes et des attentes qui perdurent bien au-delà des contextes de crise. Et c'est cette persistance qui en fait un phénomène historique majeur, car elle montre que le pouvoir le plus durable n'est pas nécessairement celui qui s'impose par la force, mais celui qui parvient à se rendre indispensable aux yeux de ceux qu'il gouverne. En gouvernant sans armes, le pouvoir transforme la peur en un cadre de référence permanent, à l'intérieur duquel les choix semblent limités mais rationnels. Et cette rationalisation de la contrainte est l'une des clés de la stabilité des systèmes modernes, car elle réduit les conflits ouverts tout en maintenant un haut niveau de contrôle. Et comprendre cette dynamique permet de saisir pourquoi certaines sociétés peuvent être profondément encadrées, sans donner l'impression d'être oppressées. Cette forme de gouvernance pose cependant une question essentielle. Si le contrôle est accepté parce qu'il est perçu comme protecteur, à quel moment devient-il un obstacle à la liberté et à la capacité des individus à penser et agir de manière autonome? Et c'est précisément cette frontière floue entre protection et domination qui rend la gouvernance sans armes à la fois efficace, durable et profondément ambiguë, car elle repose sur l'adhésion plutôt que sur la contrainte, laissant derrière elle un espace où la liberté existe encore, mais sous des conditions soigneusement définies. Ainsi, après avoir exploré la naissance de la peur collective et le rôle du langage qui inquiète, cette analyse du pouvoir sans armes révèle comment les sociétés peuvent être orientées, structurées et maintenues dans un état d'obéissance relative, sans jamais recourir à la violence directe, préparant le terrain à une réflexion plus profonde sur les conséquences de cette dynamique et sur la manière dont elle influence durablement les comportements, les valeurs et la perception même de ce que signifie être libre dans un monde gouverné par la peur. Lorsque la peur s'est installée, que le langage a préparé les esprits et que la gouvernance sans armes est devenue la norme, l'obéissance collective cesse d'être une réaction exceptionnelle pour se transformer en un comportement ordinaire, presque naturel,
car les individus n'obéissent pas uniquement par contrainte directe, mais parce qu'ils ont intégré l'idée que certaines règles sont indispensables à la survie du groupe, et cette intériorisation modifie profondément la manière dont les sociétés fonctionnent, car elle déplace le centre du contrôle de l'extérieur vers l'intérieur des consciences. L'obéissance collective repose avant tout sur un besoin fondamental d'appartenance, car dans des contextes marqués par l'incertitude, être en accord avec le groupe procure un sentiment de sécurité psychologique. Et plus la peur est diffuse, plus le désir de conformité augmente, car s'éloigner des normes dominantes devient synonyme de danger, non seulement physique, mais aussi social. Et cette crainte de l'exclusion pousse les individus à aligner leur comportement, parfois même leurs convictions, sur ce qu'ils perçoivent comme l'attitude majoritaire. Ce mécanisme est renforcé par la visibilité des comportements conformes, car lorsque certaines pratiques sont mises en avant comme responsables ou exemplaires, elles deviennent des références implicites. Et ceux qui s'en écartent apparaissent comme des anomalies, voire comme des menaces potentielles, ce qui crée une pression sociale subtile, mais constante, capable de réguler les comportements sans intervention directe des autorités, car la peur du jugement collectif agit souvent avec plus d'efficacité que la sanction officielle. Au fil du temps, cette dynamique de conformité peut conduire à une réduction progressive de la diversité des opinions exprimées publiquement, car les individus apprennent à taire leurs doutes ou leurs désaccords pour éviter d'être perçus comme imprudents ou irresponsables, et ce silence volontaire contribue à renforcer l'illusion d'un consensus général, donnant l'impression que les règles en place sont largement acceptées, alors qu'elles reposent parfois sur une adhésion fragile, maintenue par la peur de la marginalisation, plutôt que par une conviction profonde. L'obéissance devient alors un phénomène auto-entretenu, car plus les individus se conforment, plus la norme semble légitime, et plus elle est perçue comme légitime, plus il devient difficile de la remettre en question. Et ce cercle renforce la stabilité apparente du système, tout en réduisant l'espace du débat critique, car toute contestation est immédiatement interprétée comme une remise en cause de la sécurité collective, et non comme une contribution légitime à la réflexion commune. Cette dynamique est particulièrement efficace lorsqu'elle est accompagnée d'une responsabilisation individuelle, car en présentant l'obéissance comme un devoir moral envers le groupe, les sociétés transforment le respect des règles en une preuve de solidarité. Et dans ce cadre, désobéir ne signifie plus simplement enfreindre une norme, mais trahir une communauté, ce qui alourdit considérablement le coût psychologique de la contestation et renforce la pression à la conformité. Il est important de noter que cette obéissance n'est pas toujours imposée de manière consciente ou coordonnée, car elle peut émerger spontanément d'un ensemble de signaux sociaux, de discours et de pratiques qui convergent vers une même logique de prudence excessive. Et cette émergence rend le phénomène d'autant plus difficile à identifier et à remettre en question, car il n'y a pas de responsable clairement identifiable, seulement un système qui fonctionne par inertie collective. Avec le temps, cette obéissance normalisée peut modifier la perception que les individus ont de leur propre liberté, car lorsqu'ils s'habituent à agir dans des cadres stricts présentés comme nécessaires, ils finissent par considérer ces limites comme naturelles, voire souhaitables, et la liberté est alors redéfinie non plus comme la capacité de choisir, mais comme la possibilité d'agir à l'intérieur de paramètres préétablis, tant que ces actions ne menacent pas l'ordre perçu comme protecteur. Cette redéfinition de la liberté s'accompagne souvent d'une suspicion accrue envers toute forme de divergence, car les comportements ou les discours qui sortent du cadre établi sont perçus comme des sources potentielles de désordre, et cette suspicion nourrit une surveillance mutuelle, où les individus deviennent à la fois acteurs et relais du contrôle social, renforçant ainsi le système sans qu'il soit nécessaire d'imposer des mesures coercitives supplémentaires. Dans ce contexte, l'obéissance collective devient un pilier de la stabilité sociale. Mais elle repose sur un équilibre fragile, car une obéissance fondée sur la peur et la pression sociale peut rapidement se transformer en frustration ou en ressentiment lorsque les bénéfices promis ne se matérialisent pas ou lorsque les restrictions semblent disproportionnées. Et cette tension latente peut rester invisible pendant longtemps, avant de se manifester sous forme de désengagement, de méfiance ou de contestation diffuse. Ce qui rend ce phénomène particulièrement complexe, c'est qu'il ne peut être analysé uniquement en termes de domination ou de manipulation, car il implique aussi des choix individuels, des compromis personnels et une volonté sincère de contribuer à la sécurité collective, et c'est cette ambiguïté qui permet à l'obéissance de perdurer, car elle est à la fois imposée et consentie, subie et rationalisée, créant un espace où la responsabilité est partagée mais rarement questionnée. À long terme, cette obéissance intériorisée peut avoir des conséquences profondes sur la capacité des sociétés à se renouveler,
car la peur de sortir du cadre limite l'expérimentation, la créativité et la remise en question des normes établies. Et dans un monde en constante évolution, cette rigidité peut devenir un obstacle majeur à l'adaptation, car les sociétés qui ont appris à obéir plus qu'à réfléchir risquent de se retrouver démunies face à des défis qui nécessitent des approches nouvelles et audacieuses. Ainsi, comprendre comment et pourquoi les peuples obéissent dans des contextes gouvernés par la peur permet de dépasser les explications simplistes et de reconnaître la complexité des dynamiques sociales à l'œuvre. Car l'obéissance n'est pas seulement le résultat d'un pouvoir imposé, mais elle est le produit d'un ensemble de mécanismes psychologiques, sociaux et culturels qui se renforcent mutuellement. Et c'est en prenant conscience de ces mécanismes que l'on peut commencer à envisager des formes de participation collective fondées non pas sur la crainte, mais sur la compréhension, la confiance et la responsabilité partagée. Cette analyse prépare le terrain pour une question essentielle, qui dépasse le cadre de l'obéissance elle-même. Si les sociétés peuvent être conduites à obéir sans violence, par la peur et la pression sociale, est-il possible d'en sortir, de retrouver un rapport plus équilibré entre sécurité et liberté? Et c'est précisément cette interrogation qui sera au cœur de la dernière partie, où se posera la question de savoir si, et comment, les individus et les sociétés peuvent échapper à une gouvernance fondée sur la peur. Arrivé à ce point de l'analyse, une question s'impose avec une gravité particulière, car après avoir compris comment la peur se diffuse, comment elle gouverne sans violence visible et comment elle produit une obéissance largement consentie, il devient impossible de l'ignorer. Une société façonnée par la peur peut-elle réellement s'en libérer? Ou bien la peur est-elle devenue une composante structurelle de l'ordre moderne, intégrée si profondément qu'elle ne peut plus être distinguée de la normalité elle-même? Échapper à la peur ne signifie pas l'éradiquer, car la peur est une émotion fondamentale, nécessaire à la survie individuelle et collective. Mais la question centrale porte sur sa place et sur son usage, car une peur ponctuelle, liée à un danger identifiable, n'a pas les mêmes effets qu'une peur diffuse, permanente, entretenue et institutionnalisée. Et c'est précisément cette seconde forme qui transforme les sociétés, non par la contrainte directe, mais par une modification durable des comportements, des attentes et des horizons mentaux. Le premier obstacle à une sortie de la peur réside dans son invisibilité progressive, car plus elle s'installe, plus elle cesse d'être perçue comme une émotion exceptionnelle, et devient un arrière-plan constant de la vie sociale, un climat émotionnel dans lequel les individus grandissent, travaillent et prennent des décisions. Et lorsqu'une génération entière est socialisée dans ce contexte, la peur n'est plus vécue comme une anomalie, mais comme une condition normale de l'existence collective. Cette normalisation rend toute tentative de remise en question particulièrement difficile, car elle exige non seulement un effort politique ou institutionnel, mais aussi un travail intérieur, individuel et collectif, visant à identifier ce qui relève d'une prudence légitime et ce qui relève d'une restriction devenue excessive. Et ce travail est inconfortable, car il oblige à reconnaître que certaines sécurités perçues reposent sur des renoncements acceptés sans débat réel. La sortie de la peur suppose également une réhabilitation du doute, car dans des sociétés gouvernées par la peur, le doute est souvent présenté comme un risque, une faiblesse ou une menace pour la cohésion collective, alors qu'il constitue en réalité un outil essentiel de discernement, permettant de distinguer les mesures nécessaires des mécanismes de contrôle superflus. Et sans ce droit au doute, aucune réappropriation consciente de la liberté n'est possible. Cependant, réhabiliter le doute ne signifie pas sombrer dans le rejet systématique de toute autorité ou de toute règle, car une société sans cadre partagé serait tout aussi vulnérable au chaos que celle dominée par la peur. Et l'enjeu n'est donc pas de substituer une défiance absolue à une obéissance aveugle, mais de construire un rapport plus mature et plus équilibré à l'autorité, fondé sur la transparence, la responsabilité et la capacité de révision. Un autre élément fondamental de cette sortie potentielle réside dans la mémoire collective, car les sociétés qui ne revisitent pas leur passé de manière critique risquent de reproduire les mêmes mécanismes sous des formes nouvelles. Et lorsque certaines périodes sont figées dans des récits simplifiés ou héroïsés, les zones d'ombre qui ont permis l'installation de la peur restent invisibles, empêchant toute prise de conscience véritable des processus à l'œuvre. Cette mémoire critique ne vise pas à culpabiliser les générations passées, mais à comprendre les logiques qui ont conduit à certains choix. Car reconnaître que des décisions ont été prises sous l'effet de la peur permet de mieux identifier les situations actuelles où des dynamiques similaires sont à l'œuvre. Et cette lucidité historique constitue une ressource essentielle pour éviter que la peur ne se reproduise sous prétexte de nouveauté ou d'urgence permanente. La responsabilité individuelle joue également un rôle central, car même dans des systèmes fortement structurés par la peur,
les individus conservent une marge de choix, parfois réduite, parfois inconfortable, mais jamais totalement inexistante. Et reconnaître cette responsabilité ne signifie pas nier les contraintes, mais refuser l'idée rassurante selon laquelle tout serait imposé de l'extérieur, car cette idée entretient une forme de passivité qui renforce précisément ce que l'on prétend subir. Sortir de la peur implique donc une réévaluation du confort psychologique qu'elle procure paradoxalement, car la peur offre souvent des réponses simples à des réalités complexes. En désignant des menaces claires et en justifiant des solutions rapides, et renoncer à cette simplicité impose d'accepter l'incertitude, l'ambiguïté et la lenteur du débat, ce qui constitue un défi majeur dans des sociétés habituées à des réponses immédiates. Cette acceptation de l'incertitude est l'un des prix les plus élevés de la liberté, car être libre ne signifie pas être protégé de tout risque, mais être capable de les évaluer, de les discuter et de les assumer collectivement, et dans ce cadre, la sécurité cesse d'être une fin absolue pour devenir un objectif parmi d'autres, mise en balance avec des valeurs telles que la dignité, la pluralité des opinions et la capacité d'agir. Il serait toutefois illusoire de penser que cette transition puisse se faire de manière brutale ou uniforme, car les sociétés ne se libèrent pas de la peur par décret, et toute tentative de rupture radicale risque de produire des résistances, voire de nouvelles formes d'angoisse, car ce qui est perçu comme une libération par certains peut être vécu comme une perte de repères par d'autres. Et cette diversité des perceptions doit être intégrée au processus de transformation. Ainsi, plutôt qu'une sortie totale de la peur, il est plus réaliste d'envisager un déplacement progressif de son rôle, passant d'un principe organisateur central à un signal parmi d'autres, soumis à l'analyse, au débat et à la contestation, et ce déplacement exige des institutions capables de reconnaître leurs propres limites, ainsi que des citoyens disposés à exercer leur esprit critique, sans céder à la tentation du cynisme ou du repli. En définitive, la question n'est peut-être pas de savoir si l'on peut totalement échapper à la peur, mais si l'on est prêt à cesser de lui confier la direction exclusive de nos choix collectifs. Car tant que la peur restera l'argument ultime, justifiant toute restriction et toute décision exceptionnelle, les sociétés continueront d'avancer sur des fondations fragiles, oscillant entre protection et renoncement. La véritable alternative ne réside donc pas entre peur et insouciance, mais entre une gouvernance fondée sur la crainte et une gouvernance fondée sur la conscience, capable d'affronter les dangers, sans transformer chaque incertitude en menace existentielle, et ce choix, profondément politique et moral, ne peut être délégué indéfiniment, car il engage la manière dont les sociétés conçoivent leur avenir, autant que leur rapport au passé. Ainsi se referme cette exploration non sur une réponse définitive, mais sur une invitation exigeante, celle de regarder la peur en face, non pour s'y soumettre, mais pour la comprendre, la contenir, et, lorsque cela est possible, la dépasser, car c'est dans cette tension entre sécurité et liberté que se joue, silencieusement, mais durablement, le destin des sociétés contemporaines.